Si l'expression « pour vivre heureux, vivons cachés » devait avoir un porte-parole officiel, ce serait sans aucun doute Lucas qui serait le mieux placé pour remplir ce rôle. Il est l'homme de l'ombre dont je vous parle sans cesse et dont vous appréciez bien souvent le travail, mais qui n'apparaît quasiment jamais sur nos réseaux. Le format podcast aura eu raison de sa longue période de silence. Je suis vraiment ravie de vous annoncer qu'aujourd'hui, je suis accompagnée de celui qui partage ma vie personnelle comme professionnelle. Ici Mathilde et Lucas de Dance with Him, et vous écoutez Radio Mama. Hello Lucas! Salut! Avant toute chose, qui de mieux que toi-même pour te présenter? La commu veut en savoir plus. Tu vas donc être confronté aux questions de base auxquelles on a le droit quand on fait connaissance de prime abord. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Première question, et pas des moindres, comment t'appelles-tu? Alors donc Lucas, ou l'atelier du hibou, pour ceux qui me connaissent aussi sous ce nom. Quel âge as-tu? 30 ans, fraîchement, puisque je les ai fêtés en novembre de l'année dernière. Ouais, fin novembre de l'année dernière. Quelles furent tes études? Alors moi j'ai fait un bac scientifique, et après je me suis orienté vers un BTS audiovisuel. Quel est ton travail précisément sur Dance with Him? C'est un peu large, puisqu'en fait je suis cadreur, monteur, bon ça évidemment, photographe aussi de temps en temps, et je fais un peu de création de visuels aussi sur mon temps perdu, quoi, on va dire. Est-ce que tu as une autre activité à côté? Alors oui, du coup, l'atelier du hibou qui est mon auto-entreprise perso, qui me permet de faire la même chose que sur Dance with Him, mais dans d'autres domaines d'activité, pas forcément d'équitation. Pour ce premier feat, je me disais que ce serait sympa que les abonnés puissent te poser des questions qui leur brûlent les lèvres. Alors, j'ai, comme d'habitude, lancé une FAQ sur Insta, classique, et j'ai sélectionné quelques questions. Je suis choquée une fois de plus d'à quel point vous êtes inspirés, genre c'est la meilleure commu, ça. Et en tant qu'obsédé de l'organisation, j'ai divisé en 3 catégories les types de questions que les abonnés t'ont posées. Les questions équestres, puis les questions professionnelles, puis les questions perso. Est-ce que t'es toujours prêt, Lulu? Toujours prêt. Ok, on commence par les questions entre guillemets cheval, équitation, etc. Et la première personne qui voulait te poser une question, c'est Cam, qui te demande « Est-ce que tu aimais les chevaux avant de connaître Mathilde ?» Et j'ai groupé avec Hugo, qui demande « Tu montes à cheval depuis combien de temps ?» Alors oui, moi j'ai toujours aimé les chevaux, même depuis tout petit. Par contre, je me suis mis à l'équitation depuis que je connais Mathilde, ça oui, j'en faisais pas avant. Ouais, donc ça fait... Ça fait 6 ans, voire 7 ans même que j'ai commencé, ouais. Mais pas toujours régulièrement. Ouais, voilà. Au début, c'était plus du loisir une fois de temps en temps, et puis après, j'ai monté un peu plus régulièrement. La deuxième, c'est Ivani qui demande « Vivre avec une mordue de chevaux, est-ce que c'est compliqué ?» Ça dépend des moments, mais globalement, non, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Peut-être l'emploi du temps, parce que ça prend du temps d'aller s'occuper du cheval, soit hollandais comme n'importe quel autre cheval. Je me dis que c'est une question qui est tellement revenue, franchement, ça m'étonnait, mais en fait, je l'ai vu, revu, et je me dis qu'en fait, ça doit être peut-être une forme de jalousie du temps passé aux écuries et qu'on passerait pas ensemble. Ah, là, tu crois que la question est orientée dans ce sens-là? Ouais, du temps Est-ce qu'on ça n'est me pas pose un ensemble. problème, en fait? Ouais, exactement. Non, ça me pose pas de problème. Ça m'a jamais posé de problème, enfin, je crois. Non, voilà. Mais après, on a toujours été vachement... on est tout le temps ensemble, mais on est très facilement séparés aussi, quoi. Oui, puis c'est quelque chose qui faisait déjà partie de notre routine quand on s'est mis ensemble, donc en fait, on a pris le rythme tout de suite, quoi. Oui, c'est vrai, c'est comme Hollandais était là avant toi, en gros, Ouais. Tu m'as toujours connu m'occupant d'Hollandais. C'est pas comme si on avait 100% de notre temps sur notre couple et que d'un seul coup, le cheval en prenait 50% ou 80%. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Donc non, c'est pas compliqué. Puis au moins, t'es tranquille, tu te débarrasses de moi 2 heures par jour. Ouais. Ensuite, il y a Lolo Bonnie qui demande « Comment tu te sens ta vie à la... » Waouh, pas du tout. Elle dit « Comment te sens-tu vis-à-vis de l'amour que Mathilde porte à Hollandais? Est-ce que tu te sens exclu ?» Ah bah tiens. Bah là aussi, je pense que c'est tourné en mode un peu, est-ce que je suis jaloux en gros de la relation que tu as avec Hollandais? Ouais, de fou. C'est ça? Ouais, je pense. Bah oui, totalement. Non, c'est pas vrai. Le mec qui me l'annonce comme ça, tu sais. Non, je suis pas jaloux pour un franc, et puis enfin, la relation que tu as avec ton animal, elle est pas comparable avec celle que tu peux avoir avec un humain. Je pense que c'est 2 choses différentes, en fait. Faut pas essayer de comparer les deux, ça... Puis la dernière fois qu'on t'a posé une question comme ça, ce que t'as répondu, c'est bah les gars, si vous voyez comme je suis moi avec Elana, ça m'avait fait beaucoup rire en fait cette réponse. Ouais, exactement. Bah oui, si les gens me voyaient avec Elana, je pense qu'ils
ils te poseraient la même question en fait, hein, parce qu'on est tous un peu gaga avec son animal, c'est normal. Hein, Ouais, c'est clair. Voilà. Puis on a envie qu'ils aillent bien, puis on a envie de leur procurer du maximum de bonheur, donc quand on les aime, mais c'est pas quantifiable en fait. Puis il y a un truc aussi, c'est que non, tu te sens pas exclu, mais parce que on t'a jamais exclu de la relation. Genre, quand je vais au cheval, si tu veux venir avec moi, tu viens avec moi. Depuis toujours, tu es venu avec moi aux écuries, tu t'occupes d'Hollandais si tu le souhaites. T'es pas exclu, quoi. Non. Ben non, carrément. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent pas du tout qu'on touche leurs chevaux. Ça, c'est vrai. Et je peux le comprendre. Oui, moi aussi, je peux comprendre. Mais entre nous, ça a jamais posé de soucis. En tout cas, avec Hollandais, enfin, moi, je m'en suis toujours occupé. Même quand t'es pas là, souvent, c'est moi qui vais m'en occuper. Y a pas de souci. Il y a Roxane qui demande, est-ce que t'es heureux d'avoir découvert ce sport ? Ben ouais, carrément, puisque c'est quelque chose que j'avais toujours envie de tester. Et grâce à toi, on peut dire que c'est chose faite. Donc ouais, je suis carrément heureux. Et puis maintenant, je commence à ressentir vraiment les bienfaits du sport en tant que tel. C'est-à-dire qu'au début, quand tu commences un sport, n'importe lequel, tu maîtrises rien du tout. Donc t'as un temps d'apprentissage qui est important quand même, où tu prends pas forcément de plaisir. Mais c'est après, quand tu commences à maîtriser un peu ton corps, etc., que tu apprends à aimer ça, en fait. Mais je pense qu'il faut pratiquer pour avoir ça. Ouais, là, tu rentres dans la bonne tranche, entre guillemets, où ça y est, le fait que le cheval soit un outil qui te permette de progresser est un peu derrière toi. Et ça y est, tu commences à être l'outil qui permet au cheval de bosser. Et donc, tu rentres dans le vif du sujet, quoi. Oui, et puis tu te poses pas seulement la question de ta position, ton fonctionnement. Tu commences à réfléchir aussi au cheval. Là où au début, pas du tout, en fait. Ouais. C'est le cheval qui te permet de t'améliorer jusqu'à un point... Alors attention, hein, je dis pas que maintenant le cheval ne me permet plus de m'améliorer, mais c'est moins marqué. Ouais, la différence est moins marquée, quoi. Ah, carrément. On s'apporte plus mutuellement que juste lui envers moi. Ouais, c'est plus unilatéral, quoi. Voilà. Vous êtes, c'est un échange. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Prochaine question, c'est Ayam Alice qui demande, est-ce que Lucas aimerait avoir son propre cheval dans le futur ? Alors, certainement pas. Ça a le mérite d'être clair. Moi, c'est clair, net et précis. Non, certainement pas, parce que... alors, j'y avais réfléchi, parce que je montais régulièrement un cheval de propriétaire qui me plaisait bien, et je me suis dit, plutôt que de continuer à monter un cheval qui n'est pas à moi, comme je monte régulièrement, pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir mon cheval à moi ? Puis t'as eu une double déception, c'était 2 chevaux de propriétaire à la suite que tu montais très régulièrement et qui du jour au lendemain ont changé d'écurie et donc ça c'est normal, c'est le jeu aussi hein. Ouais, quand bien tu sûr. montes un cheval qui est pas à toi, c'est le jeu. Mais sauf que quand t'as la déception une fois, 2 fois, tu commences à te poser la question et c'est normal de te dire attends, ça suffit. Ouais, mais non, après du coup, je me suis un peu j'ai pris un peu de recul avec ça et je me suis dit que c'était pas pour tout de suite. Dans le sens où je sais pas si j'aurais vraiment le temps de m'en occuper, l'envie aussi, parce qu'il faut avoir envie. Quand t'achètes un cheval, c'est pas juste une envie du jour, quoi. Enfin, après, tu es censé assumer pendant plusieurs longues années, donc il faut se sentir prêt. Et du coup, ce qu'on peut aussi dire aux auditeurs, puisqu'ils ne le savent pas forcément, mais j'ai passé un 2e bac pro il y a quelques années. Il y a 5 ans, je dirais à peu près. Moins que ça. Moins, ouais. Un bac pro CGEH, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un bac en conduite et gestion d'entreprise hippique, et qui m'a permis de me rendre compte aussi de la difficulté du travail. Donc c'était essentiellement des cours sur la gestion d'une structure équestre, on va dire, mais on apprenait aussi tout le système de fonctionnement, toute la manière de gérer le cheval plus globalement, on va dire, tout ce qui tourne autour de la santé du cheval. Et en discutant avec beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi maintenant. Trop d'engagement, trop de responsabilités que j'avais pas forcément envie d'avoir aujourd'hui, quoi, en tout cas. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de nouveau, mais pour les bonnes raisons. Mais je me suis rendu compte que la première fois, c'était pas pour les bonnes raisons. Donc j'ai laissé tomber l'affaire pour l'instant. Et ce que vous savez pas, c'est que si Lulu il a passé un bac pro CGEH, c'est parce que fut un temps, on avait comme projet potentiel d'ouvrir nos propres écuries. Donc c'était important pour lui d'être diplômé là-dedans. Bon, pareil, on a changé d'avis là-dessus. En plus, c'est arrivé juste avant le Covid. Ouais, on aurait ouvert, mais vraiment, si on était allé au bout du projet, je pense qu'on ouvrait le jour où Macron il a dit bon les gars, restez chez vous. Ouais, quoi. c'est arrivé pas si mal parce que finalement le Covid aussi nous a permis d'ouvrir les yeux sur la difficulté de tenir une structure équestre quand tu n'as plus aucun pensionnaire qui vient voir son cheval
et que c'est à toi d'absorber toutes les charges fixes, on va dire. Franchement, force aux structures qui sont passées par là parce que c'était un truc de fou. Et nous, on était bien contents d'avoir passé notre tour. Mais du coup, on n'a plus du tout ce projet-là, quoi. Non. Pour l'instant, c'est plus d'actualité du tout. Ok, dernière question, et c'est Chacha qui te la pose, c'est quelle est ta discipline favorite ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire le dressage, évidemment. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi ? Tout est ma faute, les gars. Non, en vrai, oui, voilà. Mathilde était ma prof, et encore aujourd'hui, depuis que j'ai commencé l'équitation. Et c'est vrai que tu préfères quand même le dressage à l'obstacle de manière générale. Donc forcément, je suis rentré un peu dans ce moule-là sans le vouloir. Bah, je pars du principe que tu peux pas sauter si tu sais pas dresser. Donc ouais, effectivement, tu as bouffé vraiment du travail à pied avant de c'est sauter vrai. des Mais barres, quoi. ce qui me sert vachement, en fait, quand je saute, puisque je fais quand même un petit peu de CSO, on va pas se mentir. Et j'aime ça, en plus j'aime bien sauter de temps en temps, mais c'est pas ma discipline favorite. Je pense que même si j'avais eu une monitrice de CSO, je sais pas si c'est ce que j'aurais préféré au final. Vraiment, parce que ça m'envoie pas de paillettes dans les yeux, moi, les concours de CSO, 5 étoiles, etc. C'est pas quelque chose qui me waouh vraiment, en fait. Après, on va rentrer dans un débat qui n'a pas de fin, je pense, que si on commence à parler des chevaux qui sautent des hauteurs incroyables. Mais c'est pas forcément le but du jeu. Mais en tout cas, non, pour revenir à la question de base, je pense plus dressage de base, quoi. Ok, mais du coup, si on prend ce questionnement-là, le fait qu'un CSI 5 étoiles, ça te mette pas de paillettes dans les yeux, si tu vois des chevaux de dressage de très haut niveau, là par contre, ça te met plus de paillettes ? Ça peut. Ok. Ça peut, en vrai, je vais pas dire que je prends plus de plaisir à regarder du dressage que de l'obstacle. Je pense qu'en termes de spectacle pur, l'obstacle est plus impressionnant, mais techniquement, je préfère regarder du dressage. Et au-delà de ça, sans parler des spectacles et des concours, c'est surtout les sensations que t'as sous la selle quand toi tu montes à cheval. Moi, c'est ça que je préfère. Ouais, où c'est plus des sensations foulée après foulée que un gros shoot d'adrénaline là sur une barre, quoi. Je préfère sentir un membre qui se déplace en latéral, etc., plutôt que de sentir un saut sous mes fesses. En fait, je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est assez clair. Je te suis à 100% là-dessus. Je te propose de passer aux questions professionnelles, la partie 2. Et la première, c'est Tessie qui la pose et qui demande « Est-ce que c'est dur de travailler avec Mathilde ?» Oula. À votre avis, comment vous expliquer qu'elle a besoin de personne, hein, au final? Elle se débrouille très bien toute seule. Non, t'es fada, je fais rien. L'un sans l'autre, sur Dance With Him, on fait rien du tout. Hein. Oui, bah, c'est sûr qu'on est très complémentaires. Difficile non, puisqu'au final, on travaille quand même finalement chacun dans notre coin. La plupart du temps, on a chacun nos petites missions respectives, et puis on se fait un point de temps en temps pour rassembler tout ça, mais au quotidien, non. Si encore on travaillait dans le même bureau, je pense que ça pourrait être source de conflit. L'enfer. Ouais. Si on était dans le même bureau, dans la même pièce du matin au soir, non, c'est pas possible. Mais comme c'est pas le cas, au final, ça se passe bien. De fou. Mais je pense que notre force, c'est que en vrai, ça fait un peu plus de 8 ans qu'on est ensemble et plus de 7 ans et demi qu'on travaille ensemble. Donc en gros, on s'est toujours connus travaillant ensemble, en gros. Les 6 premiers mois où t'es plein de papillons dans les yeux, là, on travaillait pas ensemble. Et on n'a pas attendu que ça fasse longtemps qu'on soit un vieux couple pour devenir associés. Donc en fait, on s'est toujours connus à bosser sur un même projet, quoi. Oui, et puis attention, on se marche pas dessus du tout dans le travail. Enfin, je veux dire, voilà, chacun a son rôle, chacun a sa place, et donc au final, comme je disais tout à l'heure, on est assez complémentaires là-dessus. De fou. Les moments où on est ensemble, c'est en tournage et sur les grandes décisions des directions artistiques de Dance With Him. Le reste du temps, on est vraiment tout ce que Lucas adore faire, tout ce qui fait vibrer Lucas en tout cas. Moi, je vous jure, ça me donne pas envie du tout, mon Dieu, l'enfer. Et moi, tout ce que j'adore faire, il pourrait pas, donc ça tombe super bien. Ouais, c'est vrai. Il y a Elsa qui demande, est-ce que c'est compliqué de ne pas rire derrière la caméra parfois ? Il faut savoir que voilà, moi en tournage, je suis assez focus. Voilà, je suis assez concentré sur ce que je fais, et j'avoue que ce que tu peux raconter me passe un peu au-dessus du coquillard. En fait, je vais plus faire attention à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire est-ce que ça tourne toujours, est-ce que le son est bon, est-ce que la lumière est ok, etc. Est-ce que c'est flou, est-ce que c'est net ? Je suis plus en backup technique que vraiment à l'écoute de ce que tu dis, en fait. Hein. Quand tu bugs, je l'entends, te reprends dessus, ça c'est vrai. Les gars, si vous mais saviez... moins qu'avant.
Moins qu'avant parce que je bug moins qu'avant ou parce que t'es plus sympa? Parce que tu bugs moins qu'avant, ça c'est sûr, mais aussi parce que on a fait le choix aussi d'être un peu plus nature en vidéo qu'avant. Ouais. Donc forcément, qui dit être plus nature dit laisser un peu plus de bugs verbaux. C'est pas très grave en fait. Il faut savoir que ce qu'on appelle les bugs, c'est quand, par exemple, je me répétais beaucoup ou que je disais beaucoup « c'est ça, en fait. Quand je disais des phrases qui étaient à peu près justes, à peu près françaises, et où avant, toi qui as une expérience télé, faut le dire, à la base, t'as été formé à la télé, c'était des trucs que vous laissiez pas passer. Un jour, on s'est dit « attends, on est sur YouTube quand même tranquille, quoi. » Oui, voilà, on n'est pas sur les mêmes médias, ni sur les mêmes plateformes. Sur YouTube, on peut se permettre d'être un peu plus naturel, voilà, être plus naturel. Et arrêter d'essayer de gommer absolument tous les défauts, parce qu'en fait, c'est ça qui enlève le naturel. Et le naturel, c'est ce qui nous rapproche des gens, en fait. Ouais, de fou. Mais c'est ce qui est trop bien avec nos médias internet, c'est que justement, on peut être naturel. Mais bon, tout ça pour dire que tu rigoles pas beaucoup pendant les tournages. Oui, voilà, c'était ça la question de base. Non, je rigole pas beaucoup pendant les tournages, mais si, ça peut m'arriver de temps en temps. D'ailleurs, c'est assez difficile de faire en sorte que ça s'entende pas dans le micro parce que... Dernière expérience en date, c'était une vidéo, je crois qu'il fallait qu'on relève les défis des abonnés et où il fallait que je monte à cheval sans me servir de mes mains, juste avec le pied dans l'étrier. Mais on était morts de rire. Si tu le sais, tu le vois sur les plans. Si tu le sais pas, ça va, ça passe crème, mais si tu sais que t'étais en train de rire pendant que tu cadrais, on voit que c'est moins ça stable tremble que... un peu, ouais. C'est possible. Je suis un peu moins stable que d'habitude. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est voilà. Les tournages en rare. extérieur sont beaucoup plus drôles à tourner que les tournages en intérieur aussi, ça c'est vrai, il faut le dire. Ah ouais, de fou. Les tournages en extérieur, on sait jamais trop ce qui va nous arriver. Ça renforce le côté très naturel. Ouais, c'est plus drôle ça que quand on tourne un tuto, comment savoir si on galope à juste ou comment savoir si on galope à faux, où là c'est très factuel. Mon cheval Stone te demande comment te sens-tu entre relation partenaire de vie et partenaire de travail? Ça rejoint un petit peu la question d'avant. Je dirais que le plus difficile, c'est d'arriver à mettre une barrière entre les moments de travail et les moments de vie. Et c'est d'autant plus difficile à faire quand tu travailles chez toi, quand on est deux à travailler de la maison, parce que tout se mélange un peu, quoi. En fait, on n'a plus vraiment, au début en tout cas, on n'a plus vraiment de repères, en fait. Déjà, le fait de plus prendre la voiture pour aller au travail, c'est déjà une perte de repères. Et le soir, c'est pareil, quand on décide d'arrêter de travailler, c'est très difficile de ne pas en rediscuter quand on est à table ou quand on se met dans le canapé, etc. C'est juste ça, faut faire attention à pas tout mélanger et quand on dit le boulot c'est fini, le boulot c'est fini. Ça, c'est un truc qu'on a compris maintenant, on a mis un moment, mais maintenant on se dit, là on parle plus boulot. Voilà, là on ne parle plus boulot, genre... Ouais, c'est dur à faire, hein. Mais de fou. Parce qu'en vrai, tu te rends compte que tu dérapes. Et puis comme, en plus, au-delà d'être notre boulot, c'est notre passion et c'est un truc qui nous anime tous les deux, c'est vrai qu'il y a des fois où on se dit, on parle plus boulot, puis un quart d'heure après, on est là, oui, alors attends, est-ce que tu as répondu à tel mail, etc. T'as vu passer cette proposition Ouais, c'est ça. Voilà. Si tu termines le boulot à 18h et qu'à 19h30, tu reçois un mail, t'as envie de le partager à l'autre tout de suite. Ouais, c'est clair. Alors que ça presse pas, tu peux très bien attendre le lendemain. Mais c'est des petits pièges comme ça qu'il faut réussir à esquiver quand ça arrive, parce que tu tombes facilement dedans, en fait. Ouais. Et je pense que, tu me diras ce que t'en penses, mais on a la chance quand même d'avoir depuis toujours mis une vraie barrière sur nos réseaux entre notre vie pro et perso, à jamais trop montrer notre vie perso. Et donc, ne serait-ce que ça nous pousse aussi à réussir à débrancher. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui. C'est vrai qu'on n'a jamais trop montré notre vie en public, et je pense que ça continuera comme ça, même ça va s'accentuer certainement avec l'arrivée d'un petit nouveau dans la famille. Mais non, je suis d'accord avec toi que ça aide de ne pas divulguer ta vie privée sur les réseaux, ça t'aide à mettre un stop, quoi, en fait. À dire, voilà, stop là, maintenant, on bosse plus et on vit, mettre un quoi. stop, ouais, complètement. Cora te demande combien de temps prend un montage pour une vidéo d'Enswizim. Ça c'est pareil, c'est c'est hyper variable. Alors faut savoir que ça dépend énormément du format qu'on décide de tourner. Si on décide de tourner un facecam à la maison, en général ça va assez vite. Je dirais 2-3 jours, c'est à peu près la moyenne. Attention, un facecam à la maison, je me permets de préciser, mais facecam à la maison, c'est quand on a juste moi qui parle à la caméra en face caméra. Voilà. Et dès qu'il s'agit d'aller tourner quelques plans aux écuries ou de filmer carrément toute la vidéo aux écuries, vous vous doutez bien que ça prend un peu plus de temps, parce qu'il y a déjà le tournage en soi qui prend plus de temps,
Mais là, en termes de montage pur, puisque c'était la question, je vais dire que ça prend facilement une semaine dès lors qu'on doit les tourner ailleurs que chez nous. Et quand on part sur des gros formats comme Vos belles histoires, là carrément tu pars sur 15 jours de montage. Ouais, facile parce qu'en fait, il y a beaucoup de rush. Alors pour ceux qui savent pas, un rush, c'est un plan vidéo. À partir du moment où on fait rec sur une caméra et où on arrête l'enregistrement, ça nous crée un clip. En montage, c'est ce qu'on appelle un rush. Et quand on a beaucoup de rush, plusieurs gigas de rush, vous vous doutez que ça prend énormément de temps à trier et à monter. Donc oui, ça peut prendre jusqu'à 15 jours. En sachant que là, je parle exclusivement des rushs, mais après, il y a tout ce qui est musique et tout qui vient avec. La recherche de musique prend du temps, la recherche d'habillage prend du temps, tout prend du temps, en fait. Mais en vrai, c'est ça qui te passionne, toi aussi. Le faire des petites vidéos, c'est trop cool, et puis c'est sympa, et puis t'as l'impression d'avoir un travail qui est tout de suite visible, et c'est agréable. Mais avoir des vidéos sur le long terme comme ça, c'est ce qui te fait vibrer. En fait, les gros projets, c'est pas spécialement ceux qui sont le plus rentables pour nous, parce que c'est ceux qui nous coûtent le plus cher, et c'est ceux qui sont le moins regardés. Par contre, c'est ceux où t'as l'impression de pouvoir montrer ce que tu sais faire, et au niveau artistique, pouvoir te donner à fond. Oui, mais c'est sûr que c'est plus enrichissant de faire ça que de tourner vos pires chutes, par exemple, clairement. Parce que on peut tester un peu plus ses limites, on peut proposer des choses un peu plus intéressantes aussi aux abonnés, à vous. Et créativement parlant, on se met un peu plus en danger. Et c'est ça, en fait, qui est plaisant dans ce métier-là. C'est de se mettre en danger, de temps en temps, pas tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a l'équilibre entre temps en temps, tu fais ce que tu sais faire et c'est cool. Et une fois de temps en temps, par contre, tu pars avec une vidéo où tu sais pas trop ce que ça va donner, t'as 3 jours de tournage et puis tu croises les doigts pour pas effacer, ouais, c'est ça. Pas vider la carte SD trop tôt, quoi. Après, j'avoue, c'est plus pratique de tourner une vidéo à la maison. Il n'y a pas beaucoup de matériel à installer, on est ici, tout est là, c'est plus simple. Mais quand on part à l'extérieur, il y a aussi cette adrénaline qu'on n'a pas quand on est chez nous. Cette adrénaline qui te pousse aussi à te surpasser et à sortir des images que tu n'aurais jamais sorties sinon, quoi. Ouais, si tu les as pas là, tu les as plus. Pour moi, le top, c'est l'équilibre, en fait, un peu des deux. Un peu des deux, c'est le top. Ouais, ce serait que des grosses vidéos, ça nous gaverait. Que des vidéos, entre guillemets, courtes et faciles, ça nous gaverait, je pense. Il y a Axel qui te demande qu'est-ce qui te passionne dans ton métier, et je le groupe avec la question de Chacha qui est qu'est-ce que tu préfères dans le travail pour Densuzim ? Alors, ce que je préfère, ce qui me passionne, je dirais que c'est toute la partie montage de vidéos à chaque fois, puisque ça rejoint un peu ce que je disais juste avant en termes de créativité, mais moi je trouve que c'est vraiment là où tout ce que tu as tourné prend du sens, quoi. C'est donner du sens à tes images grâce à un rythme que tu imposes et grâce à des musiques qui viennent soutenir ce rythme-là. Et je trouve que c'est ça qui transmet l'émotion, c'est le montage. Le tournage en soi, il transmet aucune vraie émotion. Tu tournes des plans, tu sais pas trop ce que ça va donner, mais par contre quand tu commences à créer l'histoire qui va autour, là ça devient intéressant. C'est vrai qu'une fois que tu commences à mettre les mains dans le montage, tu te rends compte que surtout, encore une fois, sur les grosses vidéos, pas celles où on fait que parler, mais tu te rends compte qu'en fonction de quelle direction artistique, quelle DA tu donnes à ta vidéo, tu peux, avec les mêmes plans, faire une vidéo qui est très très émotion, machin, ou une vidéo qui est très rythmée, très dans le vif, etc. Et c'est fou, parce que c'est les mêmes plans, c'est rien n'a changé, sauf l'intention du monteur. Ouais, complètement. Même si tu mets à dispo que des plans en slow motion, c'est-à-dire au ralenti, tu peux très bien faire un truc très épique, comme tu peux faire un truc très lent, évidemment. Mais je veux dire, en fait, tu n'as pas de limite, tu peux tout faire. Tu peux vraiment donner le sens que tu veux à tes images. C'est ça qui est intéressant. Il y a un cheval Tobianco qui demande quel contenu préfères-tu produire ? Est-ce que c'est du cheval, mariage, naissance, événementiel, reportage d'entreprise, etc., etc. Je dirais aucun de tout ça. En fait, moi, ce que je préfère faire, c'est surtout des images de nature. En fait, ça, c'est mon petit péché mignon à moi. D'ailleurs, si vous allez sur mon Instagram, atelier.du.hibou, j'en profite pour faire ma petite pub. T'as bien raison. Vous allez voir exclusivement des photos de paysages quasiment, parce qu'en fait, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau à photographier, personnellement. Mais après, c'est un avis personnel, encore une fois. Mais moi, c'est ce qui me touche le plus, en fait. Ça, et je crois ne pas me tromper quand je dis que t'aimerais aussi pouvoir faire de la photo animalière. Ouais, photo animalière, ça rejoint un peu ce que je disais. C'est pour moi, ça rentre quand même dans cet esprit de nature, quoi. Mais parce que j'ai toujours préféré les animaux aux humains. Allez savoir pourquoi. Je pense que je suis pas le seul. J'ai un attrait particulier pour tout ce qui va être photo de paysages, d'animaux, etc. Je sais pas pourquoi. Peut-être. C'est plus une question de mentalité, de me retrouver un peu tout seul de temps en temps, de pouvoir prendre le temps, de me poser, de faire mes réglages, sans avoir à refaire les prises, refaire les shootings, etc.
et en même temps profiter de ce que tu as autour de toi et de ce que la nature elle te montre en fait. Et puis je trouve que c'est plus vrai en fait. Genre quand on fait un shooting posé, tu tiens la pose une demi-heure et jusqu'à avoir la bonne photo. Ouais. Là, Y a pas de triche. Ouais, c'est ça. Là, Ouais. quand tu prends des photos d'Elana ou quand tu prends des photos d'oiseaux dans la nature, si t'as pas appuyé au bon moment avant que l'oiseau s'envole, y a plus l'oiseau et tu peux pas dire attends, refais un 3/4 droite. Ouais, c'est ça, la nature elle te laisse rarement 2 chances d'affilée en fait. Hein. Chaque prise est unique, mais c'est ça qui rend le truc intéressant. C'est un truc que j'ai effleuré il y a un peu moins d'1 an et ça m'avait bien plu. Donc pourquoi pas en refaire et essayer de m'améliorer là-dedans cette année. Ça pourrait être un objectif. Tu parles du week-end en Dordogne ? Ouais. Donc pour que vous compreniez, on est parti avec 2 copains en Dordogne pour aller écouter le brame du cerf et on a observé des cerfs, des biches, etc. Et lui, il avait loué un objectif, c'est ça hein ? Ouais. Et qui lui a permis de faire des photos de ouf à retrouver sur son Instagram, atelier.du.hibou. Allez le suivre, c'est parti. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans la photo animalière, d'ailleurs, sachez que ça demande un petit investissement de départ. C'est un peu le côté dommage de cette activité, c'est que si on n'a pas un minimum de matériel pour commencer, on peut pas commencer en fait. Faut tout de suite avoir ne serait-ce qu'un bon zoom quoi, pour pouvoir aller chercher loin les animaux, parce qu'il est impensable d'aller les déranger, de se rapprocher trop près d'eux pour les photographier, ça c'est banni, c'est exclu. L'idée c'est de faire le moins de bruit possible et d'être le moins visible possible, donc pour ça, il faut avoir du matériel adapté, pour pouvoir se cacher, pour pouvoir zoomer loin. Mais on pourra en reparler de ça à la limite dans un autre épisode, je pense si ça intéresse les gens. Ah ouais, de fou. Ouais. Envoyez-nous des DM sur nos Insta. De toute façon, si ne serait-ce qu'un de ces points qu'on a abordés là vous intéresse, n'hésitez pas. Ok, pour finir, je passe aux questions les plus personnelles. Il y a Chloé qui demande « Est-ce que c'est pas trop dur de supporter l'énergie de Mama Tournesol ?» Ça dépend des moments. Dis-nous en plus. Écoutez son rire narquois. Ça veut tout dire. Elle se trahit elle-même. Non, c'est pas très difficile, puisqu'en fait, moi, je suis l'extrême inverse. Donc, si c'est difficile pour moi, ça doit être aussi difficile pour elle de supporter mon flegme. Mon flegme naturel, voilà, disons-le comme ça. Non, là, encore une fois, c'est une question de complémentarité, je dirais tout simplement. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, l'énergie que toi, tu as à certains moments, tu me la transmets. Et quand il s'agit de redescendre un peu en pression, en général, ça marche bien dans l'autre sens aussi, quoi. Hein, voilà. Donc non, c'est complémentaire là-dessus. Ouais, une fois de plus, comme dans le travail, on est les 2 extrêmes. Et du coup, ça marche bien ensemble parce que c'est vrai que là où moi, je vais pouvoir mettre de l'énergie, et puis de l'énergie et du positif, et allez, on y va, on le fait, tête baissée, etc. Lucas, des fois, il va pouvoir me dire « Oh, alors autant il y a des trucs sur oui, et d'autres où il me met un cadre, et ça me fait du bien de ouf. » Donc en fait, autant à des moments tu dois subir mon énergie, autant des fois elle doit te faire du bien, et autant des fois je subis le fait que tu sois un poil plus mou. et des fois en fait c'est pas bête dans la vie de pas être tout le temps à 2000 à l'heure quoi. Ah bah oui, il y a des moments, faut savoir se poser dans la vie aussi, on peut pas toujours être à 2000 à l'heure. Et d'ailleurs, je pense que plus de la moitié des gens qui nous écoutent comprennent ça. Enfin... Sont pas fadas, tu veux dire ? Ouais, on peut le dire comme ça. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, je connais pas beaucoup de personnes qui vivent aussi intensément que toi, en vrai. Je sais pas. Moi, j'en connais pas beaucoup, après... Ma maman. Oui, ça doit être de famille. Voilà, c'est ça. Dois-je m'inquiéter ? Je ne sais pas. Il y a Alix qui te demande qu'est-ce que tu faisais comme métier avant d'être à 100% sur Dance With Him. Bah attends, c'était plus dans les questions professionnelles ça. Hein. Bon, écoute, fais comme si t'avais pas vu que je les avais mal classées. Ouais. Alors avant, j'étais technicien audiovisuel, même plus précisément technicien d'exploitation audiovisuelle. Donc moi, je m'occupais de toute la partie régie, en fait, c'est plutôt ça, dans le milieu de la télé, puisque c'était une formation assez tournée télé, ce que j'ai fait de base. Donc ça consistait surtout à mettre en place des moyens techniques pour pouvoir proposer des tournages particuliers sur des plateaux télé, etc. Donc plus globalement et plus simplement, mettre en place la lumière, les caméras, le son, faire en sorte que tout fonctionne pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. En fait, moi, voilà, j'étais carrément... C'est même pas derrière la caméra, c'est derrière la caméra. C'est vraiment le début de la chaîne, en fait. Et du coup, avec Dance With Him, ça t'a permis de rajouter ça aussi. De rajouter une corde à mon arc, puisque c'est vrai que je faisais pas du tout de cadrage ni de montage, donc c'est quelque chose qui est venu après.
même si j'avais déjà des connaissances là-dedans, puisqu'en BTS, on t'apprend quand même les bases. Et t'as fait ça pour une boîte pendant 7 ans à peu près. Et comme on habitait à Marseille et que tu es un cliché vivant, tu travaillais pour quelle boîte? Eh bien, j'ai travaillé du coup pendant 8 ans à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça en étonne certains? Je ne sais pas. Alléluia. L'avantage, c'est que j'ai vu tous les matchs gratuitement. Ça, c'est sympa. Ah, mais tu travaillais pendant tous les matchs. J'espère bien que tu les as vus quand même. Oui. C'est vrai. Mais j'étais bien placé. J'étais au 6e étage avec vue sur la pelouse. Mon pote, laisse tomber. Hein. T'inquiète même pas. De loin, on aurait dit qu'il était chef d'entreprise. Bien. Pas du tout. Il était technicien visuel. Ah, c'est clair. Non, c'était super. Mais c'était très formateur, puisqu'en fait, c'était une télé locale, donc avec pas beaucoup de moyens. On n'était pas nombreux non plus à travailler. Donc, on était un petit peu couteau suisse. Surtout moi, dans mon domaine, j'étais très couteau suisse. J'ai appris beaucoup de choses qui me servent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, carrément. Non, mais c'est vrai que ça t'a permis d'être méga complet, quoi. Ah bah oui. Apprendre à câbler des régies entières, apprendre à réparer du matériel, apprendre à tout faire, en fait. T'apprends tout, en fait. Quand t'es pas nombreux, c'est ça l'avantage, c'est que tout le monde touche un peu à tout. La question suivante nous vient d'une, on va dire, abonnée mystère qui te demande, grande question, Mathilde ou Elana? Oh là là. Je sais. Les questions de l'enfer. Mathilde ou Elana, c'est comme si je vous demandais, est-ce que vous êtes plus... Il n'a pas de répartie. Bon, là, j'ai pas forcément d'exemple. Mais tu vas laisser au montage. Ah oui. Yes. Je vais y réfléchir. Je vous redis dans un prochain épisode. Ouais, mais attention, parce que la pique, elle sera énervée à ce moment-là. Ouais, attention, hein, parce que là, il y aura rien à redire. Hein. Non, mais en vrai, est-ce que c'est pas la question? On n'en peut plus, les gars. Bah si, mais non, mais tu peux pas choisir, en fait, voilà. Mais c'est comme les questions que tu me posais au début, en fait, hein. Tu me demandais si en gros ça me posait un problème de la relation que t'avais avec Hollandais. Ah, c'est pareil. Ouais. Mais en vrai, t'as raison. C'est parce que les gens se demandent si tu préfères moi ou notre chien, ou si je préfère Lucas ou Hollandais, mais le nombre de fois qu'on m'a demandé Lucas ou Hollandais. Non mais les gars, à vous poser ce genre de questions, après évidemment, vous êtes jaloux des relations que votre mec a avec son kleps, genre ça n'a pas de sens. C'est deux choses différentes. Enfin bon, je réponds à ta place là, mais... En plus, ça fait pas avancer le schmilblick, hein, même si vraiment il y avait une préférence, parce qu'on sait tous qu'elle me préfère à Hollandais, mais ça, bon... Mais je veux dire, ça change quoi, en fait? Ça change rien. Non, mais puis non, mais en fait, c'est deux choses très différentes. C'est un amour entre deux personnes qui construisent leur vie ensemble et un amour entre une personne qui aime son chien, genre... Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'amour que t'as envers ton animal, tu peux pas le comparer à celui que t'as envers un humain, c'est pas pareil. Puis de toute façon, il vous l'a dit, il préfère les animaux, donc en fait, vous avez votre réponse. Voilà, moi j'ai mon petit chien et ça me suffit. Impeccable. Je vais finir mère célibataire après ce podcast. Ok, il y a Claude qui demande depuis combien de temps est-ce qu'on se connaît tous les deux? On se connaît depuis, 8 ans? 8 ans, ouais. C'est ça, hein? Bravo. Ouais, voilà. C'était juste pour savoir si t'avais les dates en tête. Mais comme je l'ai répété au début du podcast, c'est un peu de la triche. Ouais. Et Morgane qui demande quel est ton projet idéal? Genre, voilà, si t'avais un rêve à réaliser, ton projet idéal de vie. Il y a déjà beaucoup de rêves qui se sont réalisés, hein. Le fait d'avoir... rencontré Mama. Ouais. Le fait d'avoir réussi à faire en sorte qu'Hollandais me préfère à elle. Déjà, ça, c'était un gros rêve. Ça fait deux, aussi, c'est vrai. Ouais. Et Lana, bon, il n'y a pas eu la question, il n'y a pas eu de problème puisqu'elle m'a préféré direct. Ouais, donc ça fait 3 rêves, c'est bien. Rêves. Ouais. Puis, moi, je pense que le baby, il est pas encore né, mais il te préfère. Ouais, le bébé, on le voit déjà, en fait. Oui, à vrai dire. Il lui fait des cœurs avec les doigts aux échographies. Ouais, c'est ça. Non, plus sérieusement, je pense que de faire en sorte que toute la petite famille aille bien, qu'on puisse continuer à step up un peu la maison qu'on a récemment achetée, dont on est très content aussi. Et puis faire en sorte surtout que nos entreprises continuent de bien fonctionner, puisque c'est un peu... le nerf de la guerre aussi. Ouais, pouvoir continuer de vivre de nos entreprises, c'est genre le truc. Ouais, c'est ça. Ça serait super, en fait. En vrai, je vous le souhaite, hein. Je le souhaite à tout le monde, de pouvoir vivre de ce que vous aimez, c'est le top. Et il faut savoir, puisque vous êtes venus jusqu'au bout de ce podcast, que je peux maintenant vous avouer quel était le grand rêve de Lucas quand il était petit, quel était son projet de vie. Ouais, vas-y, on t'écoute. Vous l'imaginez pas comme ça. Ouais. Mais Lucas, de base, c'était un cow-boy solitaire, les gars. Son rêve de... Non, en vrai, c'est très mignon. Et puis, c'est rigolo qu'on se soit rencontrés parce que son rêve de petit garçon,
c'était d'avoir un ranch au Texas avec ses chevaux. Genre, est-ce que c'est pas Oui, improbable? oui. Non, mais en vrai, c'est trop chou. Oui, non, mais c'est vrai, j'avoue. Non, mais je l'assume totalement. Alors là, Non, mais attends, en même temps, c'est pas un rêve honteux ou quoi que ce soit, c'est trop un chou. rêve trop bien, tu rigoles ou quoi? C'est trop la classe. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc voilà, les gars, on va élever du quarter horse en masse au Texas. Ouais. On va Et se Lucas, on va se mettre au kung-fu et comme ça, on pourra m'appeler Walker Texas Ranger. Il aura un gun dans chaque main. Ouais, c'est ça. Il y a combien de temps? Oh, enfin, les gars, c'est bon, je l'imagine en pantalon à franges et chapeau à large bord. Ouais. Déjà, On est quand dans le facteur cliché. il sonne à la porte, je suis à 2 doigts de sortir avec la carabine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi on n'aime pas beaucoup les étrangers ici. On n'aime pas les étrangers. Dit le Marseillais qui débarque dans les Deux-Sèvres. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, en tout cas, Lulu, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes ces petites questions. Bah, de rien. Avec plaisir. T'as passé un bon moment? Avec plaisir. Enfoiré. Non, ouais, c'était... Non, si, c'est... Bah, puis je suis content de pouvoir prendre la parole sur ce format-là, parce que c'est vrai que je parle jamais vraiment en dehors de rien du tout, en dehors de tout d'ailleurs. Ouais. Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis jamais forcément très présent sur les réseaux sociaux, donc c'est cool de pouvoir s'exprimer un peu sur tout ça, Ouais. de temps en temps. Ouais, c'est le gros avantage de pas avoir de caméra en fait. Juste Oui, la voix, c'est ça. c'est cool. Oui, c'est ça. C'est chill. Ouais, de pouvoir enregistrer en caleçon, c'est le gros avantage, quoi. Il dit ça, il est en pantalon d'équite, les gars, il vient de revenir de monter au Landus. Pantalon d'équite pantoufle, il est au max. Bon, merci Lulu en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Si vous avez kiffé les gars, n'hésitez pas à laisser déjà un maximum d'étoiles. 5 étoiles, c'est le minimum que l'on mérite. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des DM sur Instagram pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez d'autres idées pour que Lucas vienne reprendre la parole par ici, nous, c'est avec plaisir. On vous fait autant l'un que l'autre plein d'énormes bisous et on vous dit à très bientôt.